Jean-Guy Ouellette, Bonjour Patrick, ça va bien? ça va très bien. Jean-Guy Ouellette, parle-nous de toi un petit peu. Je sais que tu es dans le milieu du MAC, Oui, dans la effectivement. direction du MAC. Oui, je suis assistant directeur de zone, la zone J qu'on appelle, la zone Saint-Laurent, OK. qui est une des 11 zones qu'il y a dans le MAC au niveau canadien. Le MAC, c'est l'Association des modélistes du Canada, aéronautique du Canada. OK. Et c'est une association qui regroupe environ plus de 11 000 membres à travers le Canada. Et puis, juste dans la région de Saint-Laurent, dans notre région à nous, on est 1500 membres. OK. Et puis, Dont moi. Dont toi, effectivement. Et à partir de là, ben c'est ça. Moi, je suis assistant directeur depuis 3 ans. Là, c'est ça. Tu t'occupes de quelle division au MAC? Actuellement, moi, je me trouve être le président du comité, ce qu'on appelle le comité multirotor. Donc, tout ce qui regroupe les drones. Donc, OK. on appelle ça les multirotors au niveau du MAC, mais c'est vraiment là, tout ce qui regroupe les drones. Au même principe qu'il y a des gens qui s'occupent de tout ce qui vole. Il y a plusieurs comités. Il y en a environ une quinzaine et plus OK. de comités. Et moi, quand je suis rentré au MAC, il y avait une place de libre. Avant, c'était Yves Auger qui était présent. Oui. Et puis, j'ai rentré là. On a rebâti une certaine équipe pour essayer de travailler tout ça. Mais c'était un monde qui bouge très, très Oui. vite là, dans les drones. Et puis, à partir de là, ben, j'ai essayé d'évoluer dans tout ça. Fait que, Je suis bien content de te recevoir à l'émission aujourd'hui. merci de m'inviter. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas c'est quoi le MAC ou qui connaissent pas ça, qui ne savent même pas que ça existe, premièrement. Effectivement, oui. Moi, j'ai commencé à voler des avions trainer au Nitro quand j'avais 16 ans. OK. Moi, un de mes bons amis, on était pas mal les plus jeunes au Club Lafayette à Marieville. On avait notre MAC pour être légal dans le temps, c'était obligatoire. Ouais. Pour aller au club, on nous faisait passer des examens et tout. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qui s'en vient l'année prochaine. On a reçu Jean Laroche dans une capsule précédente qui nous parlait de la nouvelle réglementation aussi. Exact. Sauf que le MAC, c'est complètement à part. Ouais, le MAC est considéré comme étant une division complète en récréatif. OK. Jean s'occupe beaucoup de toute la division qu'on appelle commerciale, c'est-à-dire Exactement. puis ça n'a pas rapport avec le MAC du tout. Non. Mais c'est sûr que nous, on regroupe de tous les gens qui font du récréatif. Là. C'est l'objectif du MAC, c'est de transmettre une passion pour tout ce qui vole de façon téléguidée. Fait que c'est avion, hélicoptère, drone, aile volante, n'importe quoi tout qui ce qu'on vole. peut mettre dans les airs qui est Exactement. récréatif. C'est exactement ça. Puis aujourd'hui, ben c'est ça, on va parler de la réglementation avec les drones de course. Oui, effectivement. Comme moi, je suis bien placé pour en parler. Oui, puisque je pense que tu es un des premiers au Québec à avoir organisé, je dirais de façon organisée, une course ou un événement là, relié Oui. avec tout ce qui est FPV. Là, 3 ans, j'ai commencé dans un champ avec la carrière à Sainte-Madeleine m'avait prêté. Ouais. J'ai mon ami Martin qui avait tondu le foin avec un gros tracteur. Puis de fil en aiguille, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de gens intéressés, fait qu'on a grossi, jusqu'à l'été passé qu'on a fait un événement. J'ai fait un événement avec le Mont-Saint-Bruno. Oui. Justement, j'ai eu besoin des services du MAC. Effectivement, pour aider justement un des services étant le fait que si on est pilote du MAC, ben on a le droit à avoir accès à une assurance responsabilité. C'est ça. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça facilite bien les choses. L'autre chose aussi, c'est que le MAC étant une organisation reconnue par Transport Canada, automatiquement, ben, ça donne des privilèges, je pourrais dire, là, par rapport à Transport Canada. Le fait que le MAC est encadré, il y a des règles à suivre et ainsi de suite. Donc, Transport Canada, ils sont un petit peu moins, je dirais, là, ils regardent un petit peu moins au niveau de la réglementation avec nous parce que, justement, on a déjà un encadrement. Vous êtes encadré. C'est ça. Donc, moi, admettons, Jean-Guy, je suis un pilote de drone en FPV, drone de course. Je vais aller voler avec 2-3 de mes chums. Ouais. Qu'est-ce qui est bon à savoir? Ou qu'est-ce que je fais pour être légal? D'abord, si on regarde d'un point de vue strictement Transport Canada, si tu t'achètes un appareil comme chez un maire ici, à partir de là, Mettons, ici, un petit comme drone de course comme ça, à partir de ce moment-là, tu es assujetti à la réglementation de Transport Canada parce que c'est un appareil volant.
Peu importe où tu vas être, que ce soit dans un parc ou derrière ta cour chez toi, tu es assujetti au règlement de Transport Canada. Actuellement, la règle de Transport Canada dit que il y a une règle qui s'appelle l'arrêté numéro 8 qui a été sorti récemment l'année passée. Et puis, à partir de là, cette règle-là dit que tu n'as pas le droit de voler aux alentours d'un aéroport, tout dépendant aussi du poids. Ça va avec le poids. 250 grammes et moins, comme on a parlé l'autre jour avec Jean. C'est comme un ballon de plage. À cette heure, en bas de 250 grammes. Personne ne va t'achaler avec ça, sauf qu'il faut quand même que tu suives les réglementations municipales de nuisances publiques. Tu peux pas voler chez ton voisin ou tu peux pas le mettre dans la face du voisin non plus. Là, tu peux te faire poursuivre. Exactement. Si tu t'en vas te promener autour d'une scène d'accident ou quoi que ce soit avec ça, c'est plus un ballon. Là, le policier peut Ça, c'est des règles autres que l'aéronautique. Ça, il faut que les gens se renseignent. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Si on regarde plus au niveau aéronautique, c'est sûr qu'en bas de 250 grammes, le Transport Canada n'en tient pas compte. En haut de 250 grammes, ça devient un modèle réduit d'aéronef. À ce moment-là, vous êtes assujetti à l'arrêté numéro 8. Et donc, à partir de là, vous devez respecter les règles qui sont d'être à une distance maximum de 5,5 km d'un aéroport. Minimum, oui. Minimum. Et puis, la distance aussi minimum d'un héliport. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la région de Montréal, c'est à peu près impossible de voler. C'est plein à tous les endroits. Ça, c'est si une personne achète un appareil sans nécessairement être membre d'aucun groupe ou quoi que ce soit. Okay. Là où le MAC a un avantage, c'est qu'à partir du moment où vous êtes membre du MAC, vous devez suivre, vous avez la permission de voler sans tenir compte de l'arrêté numéro 8. Okay. Mais par contre, vous devez quand même tenir compte des réglementations du MAC. À ce moment-là, il y a plusieurs réglementations au niveau. Si vous êtes membre du MAC, vous devez suivre des règles de sécurité que le MAC impose. Donc, ça serait quoi les règles que j'ai à suivre, là, si, mettons, même j'ai mon Spark ou un drone de course? Exact. C'est quoi les... comme moi, je suis membre du MAC, qu'est-ce qu'il va falloir que je respecte là, dans les étapes? OK. Il y a deux règles importantes à suivre au niveau du MAC. D'abord, c'est d'aller rencontrer des gens qui volent, puis aussi consulter le site web pour ce qui est des règles. Mais d'emblée, il y a deux endroits où vous pouvez voler. C'est dans les champs autorisés du MAC ou dans les événements du MAC. OK. Ça, c'est important. Puis, je veux dire, en général, les gens qui sont là sont conscients des règlements du MAC et des règlements de Transport Canada aussi. Il y a une autre petite règle que les gens connaissent moins, qu'on appelle la règle des Park Flyers, qui existe aussi. Donc, ça vous permet de pouvoir voler votre appareil dans un endroit, je dirais, là, où que vous avez l'autorisation du propriétaire terrien. Ah, OK. Donc, ça veut dire que, exemple, si vous allez dans un parc de ville, comme je sais qu'à Boucherville, ça existe, ou encore à Farnham aussi, ils ont eu l'autorisation écrite du maire ou de l'organisation ou de la personne qui s'occupe du terrain. Okay. Ou à la limite, je m'en vais chez un de tes chums, puis il y a une cour, puis il y a un grand terrain, un entrepôt ou quoi que ce soit là, en arrière, puis un terrain. Tu as l'autorisation du propriétaire terrien, donc à qui appartient l'endroit. Et tu respectes les règles, la règle du MAC, qui est la règle numéro 19 là, du MAC. Et cette règle-là dit tout simplement que tu utilises ton jugement, tu ne fais pas voler des appareils de 15 pieds, de 15 pieds, tout ça. Et évidemment, si tu fais du FPV, il faut quand même que tu aies quelqu'un qui va surveiller. Avec un body box qu'on appelait dans le temps? Non, même plus. Le body box, les règles ont changé récemment. Okay. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir de body box. Ce que tu as besoin d'avoir, c'est un observateur qui, lui, va regarder ce qui se passe autour pour s'assurer qu'il n'y ait pas quelqu'un qui rentre dans le champ. Et en même temps, indiquer à la personne qui a les lunettes, hey, fais attention, il y a quelque chose, hey, tu devrais atterrir. Ah, c'est rendu pas mal plus simple que... C'est rendu beaucoup plus lousse. Avant, le MAC, quand je dis avant, là, on parle d'il y a à peu près un mois. Ouais. Okay. La règle était que tu devais avoir un body box à côté de toi là, pour pouvoir voler en FPV. Okay. Mais maintenant, on a travaillé très, très fort avec le comité FPV. Nouvelle. Effectivement. Une très bonne nouvelle. On a travaillé très, très fort avec les gens du comité FPV pour enlever le fait d'avoir le body box. Parce que c'était quelque chose qui était très contraignant. On s'entend aussi que dans le domaine des drones, le body box, c'est pas vraiment pratique ou inutile parce que tu lâches les manettes, puis généralement, le drone devrait soit tomber ou... fait que c'est un peu... C'est pas comme un avion. C'est pas comme un avion ou quoi que ce soit où tu as le temps de récupérer. Okay. Donc, moi, si, mettons, j'ai un cultivateur proche de chez nous, justement, qui me prête son terrain, il me donne l'autorisation de voler sur son terrain. Est-ce que je dois signer un document, l'envoyer au MAC ou...
Non, à partir du moment où tu as l'autorisation du propriétaire terrien, ça peut être une autorisation verbale. Tout ce qui est mentionné, c'est que tu dois avoir l'autorisation du propriétaire terrien. À ce moment-là, le MAC, si tu es membre du MAC, évidemment, et tu suis les règlements au niveau du MAC, au niveau des règles de sécurité, c'est des règles de gros bon sens, mais je vous invite à aller les voir sur le site web du MAC là, qui va apparaître dans la capsule en bas. Mais à partir de ce moment-là, vous pouvez voler sans problème. Et à partir de là aussi, évidemment, s'il arrive un incident, c'est-à-dire vous brisez une voiture ou quoi que ce soit, ou encore vous blessez votre collègue qui est à côté de vous, vous êtes couvert par une assurance de responsabilité du MAC. Ça, c'est... C'est le bout que les gens oublient. Ça, c'est le souvent. bout que le monde ne savait pas, je crois. Fait que ça, c'est bon pour petits avions et hélicoptères ou bon juste les drones? Tout ce qui vole. C'est tout ce qui vole au MAC. Ça fait partie de l'assurance collective que le MAC a lorsque vous êtes membre du MAC. Ça fait partie de ça. Et évidemment, c'est sûr que vous ne pouvez pas arriver et dire « Ah, ben je peux voler n'importe où parce que j'ai le MAC ». Par contre, il faut suivre les règles. Et les règles sont à peu près les mêmes règles que le gros bon sens que j'appelle. Mais exemple, tu ne peux pas voler plus qu'une telle distance. Il faut que tu gardes une certaine sécurité. Fait que si tu habites en ville, tu ne peux pas faire un événement sur ton terrain. Non, effectivement. Là. Fait que ça prend quelqu'un qui a un grand terrain, pas de maison proche, un champ, un parc qui n'aura pas de gens, d'enfants, d'animaux. Exactement. Mais c'est beaucoup simple. C'est beaucoup plus simple que c'était. Je prends mon Mac. Le Mac, ça coûte environ 85 $ par année pour un adulte. Puis je crois que pour un jeune, c'est à environ une vingtaine de dollars. Là, OK. Mettons, je sais que les nouveaux membres aussi, c'était quand j'ai fait mon événement au Mont-Saint-Bruno. Les nouveaux membres, ça leur coûtait, je pense, c'est 30 $ pour 3 mois ou... Ouais, en réalité, il y a une petite affaire, c'est que si vous prenez votre abonnement au MAC après le 1er septembre, vous avez le droit à un an, plus l'année en cours, plus l'année suivante. OK. Donc, il y a cette partie-là. Il y a aussi certaines... là, encore là, ça varie beaucoup, mais des fois, pour certains événements, il va y avoir des spéciaux là, qui vont être faits de façon générale. Puis ça, c'est lorsque il y a des grands événements qui sont faits. Et généralement, après, le MAC, là, je sais aussi qu'il y a une manière de renouveler le MAC sans avoir la revue, parce qu'il y a une revue qui vient avec le MAC. Moi, j'appelle. Mais maintenant, elle est disponible électroniquement à partir d'une application sur je l'ai, le téléphone. Sur mon téléphone. Et puis là, tu peux lire toute la revue du MAC, qui est en anglais et en français. Puis là, vous allez avoir les nouvelles de tout ce qui se passe là, dans le domaine de l'aéronautique, des modélistes, si on peut dire, là, à travers le Canada. Puis ils font des fois des reportages sur les événements, effectivement. C'est ça l'objectif. Donc, c'est très simple. J'ai une autorisation d'un propriétaire de grand terrain. Oui. Je respecte les normes du gros bon sens. Oui, mais c'est surtout, c'est les mêmes normes que... c'est pas... Tout le monde n'a pas le même gros bon sens, là, mais c'est les normes, puis en réalité, ils sont basés sur le gros bon sens. Okay. Et à partir de là, on peut voler et s'amuser. C'est ça. On s'assure que tous les gens ont le MAC. Exactement. Qui participent. Tous ceux qui sont pilotes. Parce que c'est la responsabilité du propriétaire. S'il arrive de quoi, la personne n'a pas son MAC, c'est le propriétaire qui va, à partir de là, être amendé. Pas vraiment. Ce qui arrive, c'est que s'il arrive un incident, c'est la personne qui contrôlait l'appareil qui, lui, est responsable. Okay. C'est pas le propriétaire. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il arrive un dommage qui est fait à la propriété du propriétaire, ben le propriétaire peut te revenir contre toi et tout ça. Là. Je veux dire, là, tu n'as plus de protection. C'est là qu'est le danger. Les gens oublient ça aussi. Les gens partent avec des petits appareils comme ça, ils vont voler un peu n'importe où. Puis ils ont l'impression qu'il n'arrivera rien. Faut pas. Mais ça, c'est complètement c'est de l'électronique. Puis dites-vous une chose, c'est s'il arrive quelque chose, ça risque d'être très gros. Je vous donne un exemple. Il est arrivé dans des événements, puis je ne me trompe pas, tu peux même avoir un témoin, où des gens arrivent avec un drone de course, ils échappent le drone pour toutes sortes de raisons, puis bang, dans le pare-brise d'un véhicule qui est stationné. Résultat, ben là, hop, là, les deux gars se regardent en voulant dire qui paye. Ben là, OK, ben là, ça coûte cher. Là, c'est une BN que tu viens de scratcher. Un pare-brise, on parle entre 300 et 600 $. C'est ça. Puis là, le gars va dire ah ouais, mais c'est pas grave, va voir les assurances, ou va le faire changer, puis tu vas passer ça pour 50. Ça marche plus, ça. Non. Donc, aucun drone est couvert d'une assurance personnelle. Ça n'existe pas. Que ça soit un drone gros comme ça, un 250 ou... Si vous avez un incident, les assurances ne couvrent pas, même pas pour le vol dans la résidence. Non, effectivement. À partir du moment où l'appareil est piloté, utilisé, il n'y a aucune assurance de maison
qui couvre actuellement les dommages. Ça fait même partie d'une clause spécifique. D'ailleurs, il y a même des compagnies d'assurance qui réfèrent des gens à moi parce que je suis au niveau de la direction au niveau du MAC. Puis les gens m'appellent pour me demander qu'est-ce que je peux faire pour voler. Puis là, on leur parle de l'assurance collective, on leur parle des règlements en général. Mais les assureurs privés, c'est-à-dire les compagnies comme, je ne veux pas tout, Desjardins, La Capitale... couvrent pas les dons. Aucun argent qui vole est couvert par ces assurances-là. Bon, dernier point qu'on va regarder, Jean. Donc, admettons, Jean, moi, je suis un nouveau membre. Est-ce que je vais avoir un examen à passer ou est-ce que vous allez évaluer mes compétences à contrôler un appareil là, récréatif? Idéalement, actuellement, ce que moi je suggérais aux gens qui veulent devenir membres ou du moins qui veulent essayer ça, que ce soit à n'importe quel âge, c'est de se présenter dans un club déjà affilié avec le MAC. Okay. Et à partir de là, ils vont être capables d'évaluer ou en tout cas du moins faire pratiquer la personne pour lui donner un petit mini-cours et ainsi de suite. Actuellement, de façon formelle, au moment où on se parle, il n'y a pas de programme comme tel, mais on est en train d'en travailler un. Au MAC, il y a déjà 2 programmes qui existent. Un qui s'appelle le programme des ailes, donc les WIMS. Oui. Okay. Moi, je l'ai passé. C'est bon. Et dans ce programme-là, on enseigne aux personnes comment piloter un avion, c'est quoi les règles de sécurité de vol, tout ça, comment réagir dans un terrain de vol avec d'autres pilotes. Il existe aussi un programme qui s'appelle le programme des PAL pour les hélicoptères. Okay. Et là, actuellement, moi et les gens du comité, dont Romain Brault fait partie, on travaille pour monter un programme qui s'appelle le programme des rotards. Et ça va être un programme qui va être axé justement sur, oui, piloter les drones, quoique le pilotage de drones commence à être assez facile, mais ce qu'on veut surtout mettre l'emphase, c'est d'expliquer aux gens comment contrôler l'appareil, c'est quoi les règles de sécurité, faire l'apprentissage. C'est une perte de contrôle. Et on s'enligne un peu aussi pour essayer d'encadrer sur les nouveaux règlements qui s'en viennent en 2018. Oui. Parce que, justement, les gens vont devoir passer un examen en 2018. Oui. Et à partir de là, ce qu'on aimerait, c'est préparer ces gens-là à aller passer cet examen-là via ce programme-là. Puis l'examen, en passant, ça va être que vous achetiez un avion, ce grosseur-là, qui est plus que 250 grammes, évidemment, ou un petit drone. Tout ce qui est au-dessus de 250 grammes, vous allez avoir un examen à passer pour être dans la légalité. Exactement. Ça va devenir comme aujourd'hui, les gens, je ne sais pas s'il y en a qui font du permis de bateau. Oui. Vous devez aller sur Internet, passer un Exactement. examen. Puis à partir de là, vous avez votre petite licence. C'est le même principe. C'est juste que les gens de Transport Canada veulent s'assurer que les personnes qui utilisent ces appareils-là sont au courant des règles de base de comment de le faire sécuritairement. Puis ce que je suggère aux gens qui achètent des drones, que ce soit un Phantom de DJI ou n'importe quoi, qui a un GPS, que les gens, bien souvent, ils pensent que ça se vole tout seul. Un drone peut tout le temps avoir une défaillance. Même un drone de course, il n'y a pas de GPS. Donc, si vous commencez avec une grosse machine comme ça, je vous suggère fortement de vous acheter soit un petit drone comme ça pour pratiquer dans la maison, ou un simulateur. Oui, le simulateur, ça sauve beaucoup de sous. Le petit drone comme tu as ici, ça sauve aussi beaucoup de pas. Parce que quand tu fais un drone de course, puis tu l'envoies, puis qu'il tombe toujours quand tu fais un virage, ça vient long. Mais l'autre chose aussi, c'est que ça brise, alors que ça, c'est assez indestructible, je pourrais dire ça. Résistant. Puis ça donne une bonne perspective de comment ça fonctionne. Fait qu'effectivement, pour débuter ce genre de petit appareil-là, c'est l'idéal, comme tel. Bon. Sur le site du MAC, est-ce que les gens peuvent t'envoyer des messages s'ils ont des questions? Oui, à partir du site du MAC, les gens peuvent aller sur le www.maac.ca. Okay. Et en dessous de ça, il y a une section pour justement dans le menu déroulant, il y a une section pour les différents comités et les différentes personnes au niveau de la zone. Okay. Et si mon nom apparaît là, les noms de tous les directeurs de zone sont là. Il faut juste cliquer sur le lien, puis à partir de là, ils peuvent m'écrire un message. À ce moment-là, s'ils ont des questions, je vais me faire plaisir d'y répondre. Je réponds à tous mes courriers qui rentrent par là. Parfait. Jean-Guy, je te remercie beaucoup d'être venu ici avec moi pour expliquer aux gens. Surtout que les gens pensent tout le temps que c'est compliqué, le MAC. À cette heure, c'est simple. Une autorisation d'un propriétaire de terrain, un MAC, et vous pouvez faire des événements, des petits événements ou voler entre amis en toute sécurité sans sortir de la légalité. Puis n'oubliez pas les règlements du MAC aussi. Les gens l'oublient souvent, cette partie-là, mais c'est d'être conscient qu'il y a des règlements qui existent. Là. Même si on est membre du MAC, il faut quand même suivre un minimum de règlements. Exactement. Je te remercie beaucoup, Jean-Guy. Merci, Patrick.